Bienvenue. C'est un constat que font régulièrement les experts. Si les chiffres du chômage restent élevés en France, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail. La France crée des emplois. L'explication viendrait en partie de l'inadéquation entre l'offre du marché et la demande. Et c'est vrai qu'en France, certains métiers ne trouvent pas preneurs. Certains secteurs manquent cruellement de main-d'œuvre. Pourquoi ? Comment remédier à ce manque d'adéquation ? Messieurs, c'est à vous que je vais poser la question. Bonjour Jean-Eudes Tesson. Bonjour Priscilla. Chef d'entreprise, Joseph Touvenel en face de vous, vice-président de la CFTC. Bonjour Priscilla. Alors Jean-Eudes, comment est-ce qu'on explique que le taux de chômage soit élevé en France, mais que certaines entreprises peinent à recruter ? Je crois que vous connaissez bien la question en Vendée. Alors en Vendée, effectivement, on a un taux de chômage de 4% dans certains coins de Vendée, et avec une pénurie d'emplois. C'est-à-dire que c'est le plein emploi. Et pour moi, je crois qu'on n'a encore rien vu. Quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, où il n'y a plus de chômage, et où là, il y a une vraie crise, et ils sont obligés... En fait, le PIB allemand est en train de chuter par rapport aux prévisions, parce qu'on n'arrive pas, les entreprises n'arrivent pas à assez recruter. Donc ça c'est grave. Aux États-Unis, on est à 2 ou 3% de taux de chômage, mais la situation est différente, parce que je crois qu'aux États-Unis, ils ont une culture de la mobilité, du changement, etc. Et finalement, les gens peuvent changer d'endroit très facilement, aller là où il y a du travail. Donc il y a quelque chose de culturel aussi. Vendée, du coup... En Vendée, il n'y a pas plus de... C'est comme pour toute la France, c'est-à-dire qu'en fait, les gens sont difficiles à faire bouger. Vous constatez, je crois, mais chez vous, oui, mais dans mes entreprises, cette difficulté à recruter. Ça nous arrive, et il y a des postes sur lesquels on n'arrive pas à recruter facilement. Dans une association que je préside, on a une centaine de salariés, et il y avait un poste un peu sensible, on nous a dit, mais surtout, gardez cette personne parce que vous ne retrouverez pas. Donc voilà, on est obligé de réagir comme ça aussi. Mais je pense que le vrai sujet chez nous, en France, indépendamment de la culture de délocalisation, de mobilité, c'est l'inadéquation entre la formation, les orientations et les besoins. C'est le résultat de décennies de politique. Ce n'est pas seulement ces dernières années que ça s'est passé. Publique, ouais. Et aujourd'hui, dans un monde qui bouge de plus en plus, les besoins d'emploi bougent rapidement, évoluent rapidement, mais les formations, les systèmes de formation et les orientations... assez vite. Joseph, vous êtes d'accord avec ce constat ? En partie. Alors, avec tout ce qui a été dit par Jean-Eudes, je suis d'accord. Mais il y a quand même autre chose. Si je prends la liste des principaux métiers en tension, en tout cas en France, on a les services aux personnes, on a les cuisiniers, nous avons les serveurs, les employés d'hôtellerie, les ouvriers agricoles. Ça veut dire quoi ? Ce sont les mieux payés ? Avec les meilleures conditions de travail ? Non. Donc il n'y a pas que le problème de la formation pour un certain nombre d'emplois. Il y a en fait qu'il y a des emplois qui ne sont pas assez rémunérés, avec des conditions de travail difficiles, avec des horaires atypiques. Ça, c'est fait beaucoup de demandes. Ce ne sont pas les seuls, parce que, comme Jean-Eudes, je connais des postes qui sont à pourvoir, y compris sur Paris, et l'employeur n'arrive pas à embaucher, que ce soit même des comptables, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas formés, bien formés, et puis les petites structures ont du mal, parce que les gens qui peuvent venir travailler dans une petite structure, une première expérience ou une deuxième expérience, qui vont y rester 2-3 ans, mais la petite structure, elle ne peut pas mettre à disposition des avantages que vont donner une plus grosse structure. Et hop, ils sont absorbés par plus gros, parce que, mais humainement, ça se comprend. C'est même là, c'est plus la question de la rémunération, c'est les avantages qui y sont associés, notamment les avantages en temps de durée du travail. Donc ça, c'est un autre problème. Tout ça se rajoutant, il y a un véritable problème, mais il y a quand même un problème très, très important de rémunération d'un certain nombre de secteurs. Notamment dans les secteurs qui ne sont pas concurrentiels, parce qu'on ne me fera pas croire que le garçon de café, il est en concurrence avec un café en Chine. Donc on a un vrai problème. Alors 2 problèmes, si on identifie ça, en tout cas deux problèmes majeurs. Donc le manque de formation, d'adéquation entre le marché et l'offre, et puis cette manque d'attractivité liée à la pénibilité, au salaire, et puis au regard qu'on porte sur le métier. Moi je pensais en vous écoutant parler des enseignants, des professeurs. On a du mal à recruter aujourd'hui certains professeurs, certaines matières. Des profs de maths, il n'y en a plus, notamment dans la région parisienne. Pourquoi ? Parce que l'image des professeurs a beaucoup décliné au sein de la société. Comment remédier
à ces problèmes, Jean-Eudes? Alors, la formation déjà. La formation, d'abord, il faut développer l'apprentissage, parce que là, on est sûr, pour le coup, que ça correspond, puisque à l'entrée à l'apprentissage, on sait bien que le jeune y répond à un besoin dans l'entreprise qu'il rejoint. Donc là, il n'y a aucun doute. Et la plupart du temps, le jeune qui est rentré en apprentissage dans une entreprise, il y reste. C'est le processus assez naturel. C'est pas toujours, c'est pas systématique, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Et l'apprentissage n'a pas été suffisamment développé et n'a pas été suffisamment, parce qu'on parlait du regard et de l'image, suffisamment bien considéré, et en particulier par le monde de l'enseignement. Les enseignants, trop souvent, laissaient partir en apprentissage des élèves les moins doués, plutôt que d'encourager parfois, ou plus exactement, si un élève assez doué voulait aller en apprentissage, on cherchait à le retenir dans l'enseignement général. Et ça, c'est un vrai scandale, parce que c'est ne pas prendre en compte le besoin global du jeune, qui peut avoir besoin de s'épanouir aussi dans le monde du travail, avec une relation différente avec les autres jeunes, sans avoir des enseignants, avoir d'autres référents adultes que les enseignants ou ses parents. Et là, je crois qu'on est passé vraiment à côté de quelque chose ces 30 dernières années. Joseph? Apprentissage, alternance. Oui. Alors, je ne dirais pas les élèves les moins doués, je dirais les élèves les moins doués par rapport aux critères de l'éducation nationale. Au système scolaire. Oui. Du système scolaire, parce qu'ils peuvent être notamment très doués pour tout ce qui est concret. Et justement, avoir cette une forme bonne voie. d'intelligence. Mais l'effort de l'éducation nationale, on le voit très bien, porte plutôt sur les voies qu'on appelle royales, et à côté, on laisse tomber. Moi, j'ai des exemples précis où absence de professeurs, notamment sur les matières comme les maths, qui sont des matières essentielles, vous mettez ça dans un bon lycée public de Paris, ça ne durera pas 15 jours, ce qu'on tolère pendant 6 mois à Vitry-sur-Seine. J'ai des exemples précis. Et puis, la lourdeur du système de l'éducation nationale pour la formation, notamment pour les métiers. On s'aperçoit qu'on déroule des formations alors qu'en fait, les choses ont changé, la technologie a changé, et pourtant, on déroule toujours les mêmes programmes, même si c'est plus efficient en entreprise. Et puis, le coût des machines, quand il faut former des jeunes sur des machines, c'est très élevé. On n'a pas les moyens, on ne se donne pas les moyens de les former sur les machines qu'ils retrouveront en entreprise. Alors, donc tout ça, il y a vraiment des efforts à faire. Comment faire coller justement les besoins du marché, les besoins des entreprises, avec ces formations qui doivent s'ajuster en permanence à l'évolution des technologies notamment? Alors paradoxalement, ceux qui sont à la manœuvre dans les centres de formation d'apprentis, par exemple, sont les professionnels eux-mêmes, enfin qui sont très présents. Donc on pourrait se dire, au fond, ça devrait coller. Oui, dans les centres de formation d'apprentis, ça colle plutôt bien. En revanche, dans d'autres formations, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense, là j'ai beaucoup parlé de l'apprentissage, mais l'alternance pour moi, enfin j'englobe tout, y compris l'alternance, mais derrière les instituts qui proposent des formations à l'alternance, il n'y a peut-être pas non plus suffisamment de professionnels qui sont à la manœuvre pour dire voilà mon cahier des charges, et les allers-retours se font moins bien que dans l'artisanat, me semble-t-il. Je voudrais simplement témoigner que sur mes 5 enfants, il y en a 4 qui, à un moment ou un autre de leurs études, auront été en formation en alternance. Et donc je peux mesurer le bénéfice pour eux, mais pas simplement d'un point de vue de la seule formation intellectuelle, professionnelle, mais à chaque fois, ça aurait été un cadre pour eux qui a été important, qui les a aidés, je crois, à s'épanouir. Donc moi, j'applaudis, en tout cas, je promeus la formation en alternance, et je la recommande à tous les jeunes. Joseph. Ça correspond aussi à ce que vous disiez, l'image des métiers. Je pense au métier de chaudronnier. On recherche toujours des chaudronniers. Alors, un chaudronnier, on en recherche pour Airbus. C'est-à-dire que c'est des entreprises où il y a quand même, c'est relativement pérenne, il n'y a pas la précarité, le risque de perdre son emploi rapidement, c'est bien rémunéré, on n'est plus dans une usine sale, enfin c'est pas Zola le 19e siècle. Mais l'image est telle qu'on n'en trouve pas, ça fait des années qu'on en trouve insuffisamment. Je pense aux chantiers de l'Atlantique qui ont besoin d'électriciens, donc des métiers qui sont là. On a un problème effectivement de formation et d'image. Est-ce que Pôle emploi fait bien son boulot? Est-ce que l'État rend bien les formations? D'où vient le problème? Pourquoi on n'est pas au courant? Les jeunes qui pourraient être très fiers d'être travaillés pour Airbus ne savent pas ou ne s'intéressent pas à ces métiers. Parce qu'on ne fait pas passer le message, il y a une lourdeur. Mais quand on dit on ne fait pas passer, c'est l'État. Une lourdeur du système liée à la lourdeur de l'éducation nationale qui,
à part rare exception, ne veut pas entendre parler du monde de l'entreprise, parce que eux, ils savent. Et du coup, la connexion se fait... l'éducation et l'entreprise qui ne se parlent pas. Heureusement, il y a des exceptions. Mais quand même, il y a une espèce de rejet du monde de l'entreprise par beaucoup au sein de l'éducation nationale qui nous dit, regardez comment les acquis professionnels qu'a un salarié avec 15 ans d'expérience, comment c'est quasiment impossible de les faire reconnaître de façon diplômante. Et nous sommes dans un pays où on nous demande des diplômes. Je voudrais aussi évoquer la question du sens, qui est aussi peut-être une clé. Je reprends l'exemple de Joseph avec Airbus et les chaudronniers. On peut mettre une annonce en disant « j'embauche un chaudronnier », et puis on peut mettre une annonce en disant « j'embauche quelqu'un pour construire un avion ». C'est pas pareil. Et ça rejoint l'histoire du tailleur de pierre. Vous savez, les 3 personnes, le premier dit « je taille un caillou, un morceau de pierre », le deuxième « je fais une sculpture » et l'autre « je vais construire une cathédrale ». C'est peut-être là qu'il faut aller aussi, mais pour cette raison-là, mais beaucoup pour d'autres, c'est-à-dire donner du sens au travail, partager ce sens avec les salariés, c'est-à-dire quelle est la mission de l'entreprise, à quoi on sert, et le partager avec les salariés, ça peut peut-être attirer ou rendre plus attractifs les postes qui sont peut-être moins estimés au départ, a priori. Il faudrait qu'il y ait des témoignages de salariés qui puissent aller dans les écoles pour parler de leur métier, parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par leur métier et qui en parlent très très bien. Et qu'ensuite, la filière fonctionne. Parce que moi, j'ai des exemples de jeunes qui vont dans des filières professionnelles, mais dans l'éducation nationale, où on voit que c'est un bazar complet. Vous prenez l'exemple juste du financement du pass Navigo, un jeune qui n'a pas de gros revenus et qui doit se déplacer, lycée du même département, 2 jours après son entrée, il a son papier qui lui permet d'avoir le pass Navigo à moitié prix. Dans le même département, un lycée de l'éducation nationale, mais plutôt professionnel, et il faut attendre 1 mois et demi. Voilà, c'est des dysfonctionnements tout bêtes, mais ça fait un rejet. Rapidement, Jean-Yves. Rapidement, mais simplement, je ne vais pas dire la même chose que le président de la République aux chômeurs traverse la rue, mais viens en Vendée. Je suis sérieux en disant ça parce que les responsables économiques vendéens recrutent, lancent des annonces, venez travailler en Vendée. Mais une fois qu'on aura accueilli de nouveaux salariés, il va falloir aussi les loger, former leurs enfants. Et donc, ça doit s'inscrire dans un plan général. Il n'y a pas que la Vendée qui recrute. Non, je tiens à le dire. Il y a d'autres régions françaises extrêmement dynamiques. Encore faut-il aussi que le salaire permette de payer les charges. Parce qu'il y a moins lourdes en Vendée qu'à Paris. Il y a des endroits où on ne retrouve pas de gens pour travailler parce que s'ils payent leur logement, ils n'ont plus de salaire. Voilà, maintenant on s'adresse donc à l'État, au chef du gouvernement. Messieurs, au boulot, c'est ça ? Merci à tous les deux en tout cas pour nous avoir éclairés. À la semaine prochaine.